Bonjour à toutes et à tous, merci Audrey, c'était absolument parfait. On n'avait pas vu nos présentations respectives, mais elles dialoguent, donc on va bien réussir à se compléter. Donc je me présente, Mina Charnot, je suis chargée de mission Ville Nature et Zéro Pesticide à la ville et à l'Eurométropole de Strasbourg. Et donc aujourd'hui, je suis venue vous parler de concret sur le côté territoire, donc de comment en fait on va pouvoir laisser la place aux papillons de nuit pour commencer, avec la trame nocturne, et puis aux papillons de jour aussi, et je vais vous parler des prairies urbaines notamment. Donc le but c'était de pouvoir vous présenter quels sont les leviers d'action pour une collectivité territoriale, donc sur un territoire plus petit et donc du coup sur des communes aussi, quelles sont les possibilités d'action pour préserver une trame nocturne et préserver et développer des prairies. Alors je commençais toujours par une petite introduction et un petit renvoi vers la présentation que j'ai pu faire l'année dernière lors de la journée d'études, qui, si je ne me trompe pas, est toujours en vidéo sur le site, et que je vous conseille d'aller voir parce que du coup je vais y faire référence sur certaines choses, je ne vais pas reprendre le temps de tout représenter. Donc je fais toujours juste cette petite introduction de dire que pour une collectivité, il y a plusieurs leviers, même de manière générale, plusieurs leviers de la nature en ville, que j'ai séparés grossièrement en réglementaire et en volontariste volontaire. Réglementaire, on en a parlé durant cette matinée, on parle de loi, on parle de documents réglementaires. SRCE, c'est le STRADET aujourd'hui que vous a présenté Audrey juste avant, des arrêtés préfectoraux, des arrêtés ministériels aussi. Et puis le côté volontaire, c'est quelque chose qu'on porte très fort sur la ville et l'Eurométropole de Strasbourg, c'est mettre en place des choses qui vont dépasser ce simple côté réglementaire qui est déjà très important, mais qui va permettre d'aller encore plus loin, avec de la participation citoyenne comme la démarche Strasbourg ça pousse par exemple, avec un ajout sur les documents réglementaires, en ajoutant des choses en plus dans les plans locaux d'urbanisme, ce qui est aussi le cas de notre collectivité, en menant des actions partenariales, comme la charte partenariale Tous Unis pour plus de biodiversité, et en faisant beaucoup de communication. Donc tous ces aspects-là, c'est des aspects que j'ai développés l'année dernière et que vous pouvez retrouver sur la vidéo. Je fais toujours quand même une petite présentation parce qu'on vous a parlé du coup de trame écologique, continuité écologique. Audrey vous a présenté la trame verte et bleue au niveau de la région Grand Est. Et du coup, moi, je vais zoomer un peu plus et vous parler de la trame verte et bleue, vous présenter rapidement la trame verte et bleue de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg. Il y a une notion très importante qui est peut-être pas forcément la plus connue, en tout cas pour les étudiants qui sont là aujourd'hui de l'AIR, c'est la notion de compétence de collectivité. La région a la compétence des trames écologiques, à la compétence de ce suivi de la biodiversité. Et ensuite, au niveau plus local, ce sont du coup les intercommunalités, les métropoles qui portent le développement, la création du coup en local de ces trames écologiques, de ces continuités écologiques et ce suivi, ce maintien, cette préservation sur une échelle plus locale. C'est très important parce que du coup, vous le verrez dans ma présentation, il y a des fois où on fait un ping-pong entre des compétences qui sont intercommunales ou de la métropole et des compétences communales. Et c'est une des difficultés assez fortes, on le verra notamment pour la trame nocturne. Donc pour cette trame verte et bleue de l'Eurométropole, je ne sais pas si... Ouais, c'est bon. La trame verte et bleue de l'Eurométropole, en fait, donc là vous avez la cartographie plutôt grand public avec nos deux espèces protégées principales sur le territoire qui sont le crapaud vert et le grand hamster, et leurs réservoirs affiliés, en fait, ce que vous voyez en marron et en bleu, ce sont les réservoirs qui sont affiliés à ces deux espèces protégées par arrêté ministériel, qui font l'objet de plans de protection au niveau national. Donc, cette trame verte et bleue, en fait, ce sont des réservoirs, donc ce que vous voyez en vert foncé et des corridors en vert clair, ainsi que ces zones pour ces deux espèces en particulier, qui sont identifiées notamment au plan local d'urbanisme et qui vont protéger en fait les milieux naturels de l'urbanisation notamment, qui vont réguler l'urbanisation sur ces zones-là. Sur l'Eurométropole de Strasbourg, au niveau réservoir, on a deux grands réservoirs forestiers qui sont les forêts de la Vansono-Robertso et les forêts du Néophilkirch et du Rorscholon ici, qui sont aussi trois réserves naturelles que je viens de vous citer, qui sont uniquement sur le banc communal de la ville de Strasbourg et gérées par la ville de Strasbourg. C'est quelque chose d'assez exceptionnel que sur une commune, on ait trois réserves naturelles. Vous avez aussi, du coup, tout ce qui est...
en fait, bassin de rivières, donc de la Bruche et le Brûle-Landelot ici. C'est ce qu'on retrouve au niveau des grands réservoirs et au niveau des corridors. On a des espaces naturels qui suivent aussi des cours d'eau, principalement, mais qui sont moins riches et qui sont du coup considérés plutôt comme corridors, donc des espaces qui permettent de se déplacer. Et vous voyez, par exemple, sur Strasbourg, c'est vraiment les canaux, notamment, donc les cours d'eau, comme le présentait Audrey, qui sont identifiés comme trame verte et bleue. Et je vais passer tout de suite à notre sujet principal de la trame nocturne. Alors déjà, pourquoi on dit trame nocturne et pas trame noire ? Dans la logique, comme on a créé la trame verte, la trame bleue, il y a les trames blanches pour le son aussi, par exemple, et donc du coup trame noire pour le monde de la nuit. Pourquoi est-ce que nous, on a commencé à changer le nom ? Eh ben, on a parlé de l'acceptabilité sociale des trames noires et de la pollution lumineuse et de la lutte contre la pollution lumineuse. Nocturne, ou des fois il y a même étoilé, ça sonne tout de suite mieux que noir. Noir, ça fait un peu peur. On se dit, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont tout nous éteindre. C'est un peu. Et quand on est dans une commune comme Strasbourg, par exemple, eh ben c'est quelque chose de non négligeable parce que si les habitants de Strasbourg se disent, attends, on va éteindre tout Strasbourg, mais c'est pas possible. Moi, je travaille la nuit, moi, je sors. Tout de suite, on se dit qu'on va avoir des réactions assez fortes et pas d'acceptabilité sociale. Donc, on a préféré appeler ça une trame nocturne et c'est le terme qu'on va choisir dans notre communication. Alors, pour nous, tout a commencé, pas au niveau de l'Eurométropole, justement, au niveau de la commune de Strasbourg. Pourquoi ? Parce que l'éclairage public est une compétence communale. Donc on a commencé, du coup moi je travaille sur la biodiversité, mais on a commencé avec les collègues de l'éclairage public à réfléchir à ce sujet pour la ville de Strasbourg uniquement dès 2018-2019. Et là on a vraiment commencé à pouvoir faire des choses à partir du moment où la ville de Strasbourg a commencé une image satellite, a commandé une image satellite nocturne très haute résolution que vous voyez ici. Ce qui tombe bien, c'est que avec le satellite qui permet de commander ces images, jusqu'à présent il n'y en avait qu'un seul, c'est qu'en fait il prend des images plus grandes que uniquement la ville de Strasbourg, et on s'est retrouvé à avoir une cartographie de presque l'entièreté des 33 communes de l'Eurométropole. On a juste l'exclusion des 4 communes que vous voyez en rouge qui n'étaient pas prises dans la photo, mais du coup on s'est dit on a du matériel en fait pour travailler à l'échelle quasiment de l'Eurométropole. C'est une compétence communale, mais on a peut-être quelque chose à faire, d'autant plus que les trames écologiques sont une compétence de l'Eurométropole. Donc nous, on travaille pour les deux, c'est une collectivité fusionnée au niveau de la biodiversité, on a peut-être quelque chose à faire, un pied à mettre dans la porte pour réunir les communes, pour les faire travailler ensemble, pour motiver les communes à avancer sur le sujet de la lutte contre la pollution lumineuse. Et du coup, ça a été le début, cette photo satellite nocturne a été vraiment le début d'une réflexion à l'échelle aussi de l'Eurométropole. C'est une photo qui a été prise le 25 mars 2020. La date vous fait certainement penser à quelque chose en plein confinement. C'était pas prévu, c'était commandé à l'avance. Mais ça a été une sacrée chance parce qu'en fait, on a pu avoir une photo très propre. Dans le sens où là, on a vraiment l'éclairage public. On a quand même une grosse partie de l'éclairage privé. Et du coup, on n'a pas de phare de voiture qui pourrait faire des pollutions de la photo satellite nocturne. Et donc du coup, on est tombé dans un espèce de mini créneau absolument parfait, mais qui a aussi du coup quelques biais. Parce que par exemple des entreprises qui pourraient être fermées, des choses comme ça. Et puis de toute façon, se baser toute la réflexion, c'est beaucoup ce qu'on a, et je pense qu'Audrey a pu le présenter aussi de manière très claire. On a quelques points de vigilance à baser toutes nos réflexions sur des photos satellites nocturnes, parce que la lumière qu'on capte n'est pas forcément le dérangement qu'on peut voir en réel, où là il faut des mesures plus précises et où il y a des bureaux d'études comme Dark Sky Lab, qui a été cité aussi plusieurs fois, qui vont vraiment dans la précision. Mais c'est un premier niveau de constat qui est encore meilleur que simplement la cartographie des mâts lumineux qu'avait le service d'éclairage public. Alors quand je vous parlais des problèmes de compétences, je pense que ce schéma est le meilleur exemple que je pouvais essayer de vous présenter. Il y a plein d'actions qu'on peut avoir pour lutter contre la pollution lumineuse. Audrey du coup en a parlé. On peut faire de l'extinction totale en milieu de nuit, ce que font déjà certaines communes. On peut faire de l'extinction partielle, c'est de l'autre côté de ma diapositive, où là on a des extinctions de 1 mât sur 2 par exemple. On peut baisser l'intensité lumineuse à peu près partout, ce qui marche très bien parce qu'en fait l'humain s'adapte au niveau de sa visibilité nocturne, et en fait quand on baisse l'intensité lumineuse, généralement les gens ne s'en rendent pas compte ou peu compte. Donc c'est
pas mal de commencer aussi par là. Et c'est utile pour la biodiversité. C'est-à-dire que l'extinction milieu de nuit, en effet, on oublie l'aube, le crépuscule, et donc du coup, c'est des moments qui sont clés pour la biodiversité. La baisse de l'intensité lumineuse, du coup, est assez intéressante. Puis on a des communes qui font des mix, qui vont baisser l'intensité lumineuse et aussi éteindre en milieu de nuit, ou plutôt baisser l'intensité lumineuse et allumer un sur deux. On a des communes, celles qui sont tout en haut, qui font un petit peu un mix des trois. Donc par exemple, à Strasbourg, on va éteindre, Schiltigheim aussi, on va éteindre les grands parcs en milieu de nuit, on va baisser l'intensité, on va travailler sur la qualité de la lumière, et puis on va aussi faire de l'extinction partielle. Donc on peut avoir un peu de tout. On vous a créé spécialement pour aujourd'hui, et tant mieux parce que du coup ça intéressera peut-être d'ailleurs Monsieur Lazou. On a créé une petite cartographie avec les dernières informations mises à jour pour les communes, de savoir sur l'Eurométropole qui fait quoi. Donc c'est simplement une illustration cartographique de ce que je vous ai présenté avant. Donc en kaki, vous avez les communes qui font un peu des trois. En noir, vous avez les communes qui pratiquent l'extinction totale en milieu de nuit. En gris, c'est de l'extinction partielle, et puis du coup, les petites flèches qui descendent vers le bas, c'est la baisse de l'intensité lumineuse. Donc vous voyez qu'on a quand même un petit camailleux de choses assez différentes, et du coup, quand on se dit, allez, on va lancer une démarche de création de trames nocturnes, d'accompagnement des communes sur la lutte contre la pollution lumineuse, on a du travail, parce que du coup, on a des pratiques très très variées, et qui sont de la compétence de la commune, du maire. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut proposer de l'accompagnement, proposer des solutions, créer des groupes de travail, mais de toute façon, on ne pourra jamais obliger une commune à faire, par exemple, de l'extinction totale en milieu de nuit. C'est du coup exactement le but de ma slide suivante. On a du coup sondé ces communes pour connaître leurs pratiques, ce qui est déjà un travail qui a pris, je pense, un an et demi, prendre contact, rencontrer les communes, etc. C'est un sacré travail. Et on a identifié 12 communes qui sont volontaires pour avancer sur le sujet de la trame nocturne ensemble. Donc avec du coup, encore une fois, des pratiques très différentes. Là, je vous ai juste sorti les 12 qui ont montré un intérêt pour travailler là-dessus. C'est quelque chose du coup qui est vraiment en cours, qu'on vient de lancer, et du coup on va devoir se réunir. Je ne sais pas exactement quelle forme prendra ce groupe de travail et ce qu'on pourra faire. Est-ce qu'on arrivera à homogénéiser les pratiques de 12 communes différentes? Est-ce qu'on trouvera des consensus? Ça, c'est des choses qui sont encore à voir, mais qui sont hyper intéressantes et qui pour nous vont vraiment nous apporter beaucoup. Je voulais, un peu de la même manière qu'Audrey, vous présenter aussi le travail d'un stage, d'une stagiaire, donc Mathilde Vaugelin, qui a travaillé l'année dernière dans le cadre de la zone atelier environnementale urbaine sur la trame noire, et notamment en fait sur en vulgarisé, faire parler cette photographie. Parce qu'au départ, on avait juste une photo. On utilise beaucoup le SIG, le système d'information géographique, pour la cartographie. Et en fait, pour faire parler ces données, on avait besoin de transformer un peu cette cartographie, donc de transformer juste une image en points et de pouvoir la travailler. Donc Mathilde s'est inspirée en fait de la carte de l'Observatoire national de la biodiversité. Quand vous voyez, vous avez vu la carte de la France avec du coup les points lumineux. Alors c'était la visibilité de la Voie lactée ou la pollution lumineuse. Nous, on a repris à peu près le même visuel, mais on se base uniquement sur cette photo satellite. Il n'y a pas de mesures ou de calculs qui ont été faits en plus, mais on a créé des classes d'intensité lumineuse qui pouvaient être du coup vues d'après la photo. Donc c'est les classes que vous voyez ici, 4 classes qui vont du bleu très foncé, où là, normalement sur le territoire, en tout cas d'après la photo, ça correspond à 100% d'obscurité, donc ce qu'on appelait la classe noire. Et là, le jaune foncé qui est l'intensité la lumineuse la plus forte. Donc pour vous l'illustrer, vous voyez par exemple à la place de la Gare ou la place Kléber, ce sont des endroits qui ressortent très fortement sur le centre-ville de Strasbourg comme étant avec une forte intensité lumineuse. Après, on a vu quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est que sur 95% du territoire, on était plutôt sur de la classe noire. Ça veut dire qu'on a 5% du territoire qui est généralement très fortement impacté et qui a une intensité lumineuse très forte, mais au final, on a une partie du territoire, d'après la photo satellite nocturne, qui est plutôt noire. La grande partie est plutôt noire. Alors après, comme l'a présenté Audrey, on a quand même un effet de radiance, et ça, c'est quelque chose, quand on a une photo du dessus, qu'on voit pas forcément et qu'on n'arrive pas forcément à mesurer. Ça reste quand même un premier, nous, ça nous donne des pistes intéressantes de travail.
Du coup, Mathilde a aussi produit ces cartes-là qui nous permettent aussi de visualiser plus facilement quelles sont les communes sur lesquelles il y a le plus de travail à faire. Donc en fait, elle a proposé une cartographie avec du coup des catégories de communes où la part de la classe noire est plus ou moins forte. Donc en bleu foncé, vous avez les communes où la part de classe noire est est très importante, et en bleu clair, la part de classe noire où il y a le moins de classe noire et où il y a le plus de pollution lumineuse en déduction. Strasbourg ressort pas tout de suite très très clair, parce qu'en fait sur Strasbourg on a, comme je vous le disais, les deux grands massifs forestiers qui eux sont très, très noirs et très obscurs, donc en fait en moyenne c'est plutôt bleu clair, mais là vous avez du coup la précision sur les quartiers de Strasbourg, et évidemment sur le centre-ville, Neudorf, etc., on a quand même des quartiers qui sont très éclairés, et du coup ces massifs qui sont plutôt très obscurs. Dernier extrait du travail de Mathilde, parce qu'elle a fait encore beaucoup plus de choses. Moi, je vous ai juste sorti quelque chose. Elle a croisé justement cette part de classe noire avec les réservoirs de biodiversité de la trame verte et bleue qui est identifiée au PLUI. Donc là, en fait, ce qui ressort, c'est les réservoirs dans lesquels la classe noire est très présente, donc où on peut se dire que tout va bien, et les réservoirs dans lesquels il y a quand même de l'intensité lumineuse ou de la pollution lumineuse qui a été trouvée grâce à la photo satellite. Et malgré le fait qu'on ait l'impression que les réserves naturelles soient parfaites, nickel, en fait non, il y a quand même de la pollution lumineuse au sein même des réserves naturelles qui sont les gros réservoirs de biodiversité du territoire. Donc ça veut dire que sur ces zones-là et dans les zones qui apparaissent vraiment bleu très clair, c'est des zones qui seront à cibler en priorité si on veut agir sur du coup la préservation de la biodiversité et le milieu nocturne. Je vais ensuite faire un petit zoom sur la ville de Strasbourg, parce que là, du coup, on est en compétence pour agir. Sur l'Eurométropole, on peut agir en créant du coup de l'émulation, en créant des groupes de travail, etc. Sur la ville de Strasbourg, on peut agir très directement sur la lumière, sur l'extinction, la qualité de la lumière, le nombre de mâts, etc. Alors au tout début, on a commencé, avant même la photo satellite, on avait simplement repris ce que vous avez ici, c'est-à-dire les mâts d'éclairage de la ville de Strasbourg et la trame verte et bleue. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié, comme l'a présenté Audrey, les zones de conflit entre cette trame verte et bleue et ces mâts d'éclairage. Et ce que vous voyez ici et là, c'est ce qui nous met un peu dans le bleu clair sur la diapo juste d'avant. En fait, on a des routes qui traversent les réserves naturelles, ces routes sont éclairées, et donc en fait, rien qu'avec ça, on arrive à perturber, en tout cas au niveau sur le point de vue éclairage, on arrive à perturber potentiellement des espèces. Donc ce qu'on a fait, on a d'abord croisé ça, ensuite travaillé avec l'image satellite que vous avez vue, et mis au point du coup un plan d'action. Donc le plan d'action, c'était déjà de créer, de voir comment on pouvait s'organiser, comment, je vous le présente juste après, on pouvait s'organiser sur par quoi on commence en termes d'action pour réduire la pollution lumineuse dans les réserves naturelles et les corridors. Et puis du coup, voilà le plan d'action qu'on a décidé de mettre en place, déclinaison d'action sur le parc d'éclairage public de la ville de Strasbourg, que je vous présente un peu juste après, en travaillant sur la temporalité de l'éclairage, l'extinction aussi, l'aspect qualitatif de l'éclairage, les températures de couleurs qui sont plus ou moins adaptées. Nous, on va aller plutôt sur des températures chaudes, du coup des couleurs chaudes. Et la répartition spatiale de l'éclairage, où là, on va essayer d'éclairer. C'est un peu le mantra qu'on a eu et qu'on a décidé d'adopter, c'est d'éclairer juste au bon endroit, bien éclairer au bon endroit, parce que comme on le disait, au niveau de l'acceptabilité sociale, on ne pourra pas éteindre complètement Strasbourg de minuit à 5 heures du matin. Et en plus, de toute façon, c'est pas forcément ce qui aiderait le mieux la biodiversité. C'est encore mieux de travailler sur les températures de couleur, sur les baisses d'intensités lumineuses, sur des choses qui seraient dès le crépuscule jusqu'à l'aube, plutôt que juste de faire une extinction qui est une mesure forte, mais qui du coup oublie complètement toutes les autres périodes. Ensuite, du coup, une inscription dans le document cadre, si possible. Donc, on a travaillé à rajouter en fait des éléments sur la trame nocturne dans l'orientation d'aménagement et de programmation trame verte et bleue du PLUI de l'Eurométropole. Si c'est du chinois pour vous,
il faut regarder ma conférence de l'année dernière, ça vous aidera. En tout cas, on l'inscrit dans les documents réglementaires et puis après on réfléchira à aller encore plus loin. Est-ce qu'on fait un document spécifique pour cette trame nocturne une fois qu'on a des démarches, que c'est plus évolué avec les communes qui sont volontaires? Est-ce qu'on arrive à avoir toutes les communes? Enfin voilà, c'est des réflexions qui sont importantes parce que ces documents sont au niveau de l'Eurométropole, donc ensuite descendent sur toutes les communes. Donc en termes d'objectifs, ça nous semble sympa, mais est-ce que c'est faisable? C'est encore à voir. Et puis une partie extrêmement importante d'animation vers les partenaires privés pour travailler sur l'éclairage privé et vers les habitants et les habitantes. Pourquoi? Pour travailler sur cette acceptabilité des mesures. Donc on a ajouté, de toute façon la pollution lumineuse était là depuis longtemps dans la charte Tous unis pour plus de biodiversité et on est en train de concevoir une grande campagne de communication, campagne d'affichage auprès du grand public, flyer d'information auprès du grand public qui sera mis à disposition des communes volontaires. On va mettre en place un kit de communication à destination des communes qui veulent travailler sur l'éclairage et la lutte contre la pollution lumineuse. Donc des panneaux qui indiquent qu'il y a de l'extinction, des panneaux qui indiquent qu'il y a du travail sur la qualité de la lumière, par exemple. Donc tout ça sera mis à disposition des communes. Un flyer spécifiquement dédié aux acteurs économiques, pour les commerces, pour les entreprises, que les communes pourront aussi avoir, parce que souvent un maire ou une équipe municipale connaît très bien les entreprises de sa commune, alors que l'Eurométropole moins bien. Et donc du coup, qui de mieux que le maire volontaire pour aller voir les entreprises et les commerces sur sa commune. Donc on va aussi fournir un petit flyer de communication que le maire pourra utiliser. Et du coup, tout ce kit de communication, la campagne, nous, on l'a prévue pour Earth Hour, qui est encore un autre moment où on va parler d'extinction et où des monuments de la ville de Strasbourg sont éteints aussi. On essaye, on croise les doigts, on touche du bois pour réussir à avoir une campagne de communication, d'affichage à ce moment-là et de dérouler toute la communication grand public par la suite et de mettre à disposition des communes volontaires ce kit de communication. En plus de ça, on souhaiterait accompagner les communes qui auraient envie d'aller encore plus loin dans la mise en place de marches apprenantes. Aller faire des balades de nuit pour se rendre compte de qu'est-ce qu'on voit pas, l'aspect un peu choquant des photos avant-après, justement, de se dire ah oui, c'est vrai que là, en effet, on voit qu'il y a un peu du noir, mais qu'on voit un halo terrible. Donc on va essayer de proposer l'organisation de marches apprenantes aux communes et de leur mettre à disposition tout ça. Et ensuite, enfin, avoir un peu des retours d'expérience et voir aussi pour les impacts environnementaux. Donc pour la ville de Strasbourg, comme je vous le disais, on est allé un petit peu plus loin dans la cartographie, on a un petit peu avancé. Ce qu'on s'est dit, c'est donc du coup qu'il fallait supprimer les zones de conflit dans les réservoirs, essayer de les supprimer ou en tout cas les réduire dans les corridors de biodiversité. Et du coup, on a créé des classes de gestion. Différentes classes de gestion, parce que éclairer juste au bon endroit, c'est pas un seul truc pour tout le territoire, une seule mesure pour tout le territoire. Donc dans les réservoirs de biodiversité, on a un niveau 1, on veut l'obscurité totale recherchée. Alors du coup, plus ou moins facile, parce que éteindre une route, en effet, les maires et les adjoints ont peur de l'aspect accidentogène, parfois à raison, notamment on a peut-être à Strasbourg une spécificité en plus, le vélo. Notamment pour la route du Bauergrand au Neuhof. C'est une route qui est utilisée par les personnes qui vont en vélo travailler au port du Rhin. Et du coup, il n'y a pas de glissière de sécurité, il n'y a pas de piste cyclable. Et même si les cyclistes sont censés porter des choses qui leur permettent d'être vus la nuit, de l'éclairage, des gilets, etc., c'est pas toujours le cas. Et donc du coup, il y a quand même une crainte d'avoir des accidents au niveau cycliste et voiture. Et là, du coup, c'est un peu plus délicat. Pour la route de la Vancenot, si je dis pas de bêtises, l'adjoint a donné son accord pour arrêter d'éclairer la route de la Vancenot. Donc voilà, c'est des choses comme ça où on avance. Niveau 2, c'est de l'extinction en milieu de nuit qui est recherché et avec un travail sur la qualité de la lumière en plus. Et là, on a visé des zones du coup agricoles, naturelles, peu constructibles, les corridors écologiques identifiés à trame verte et bleue, les parcs et espaces de nature les plus importants sur Strasbourg et des zones tampons aussi, parce que c'est pas juste de rechercher l'obscurité dans les réservoirs de biodiversité. Si vous avez par exemple, la forêt du Neuhof-Feldkirch, vous avez des lotissements tout contre la forêt. Et si vous avez un lotissement qui est clair, le dérangement pour la faune et la flore de la réserve, il est là quand même. Donc, il faut prendre aussi en compte des zones tampons autour de ces réservoirs et corridors.
Et du coup, on a un niveau 3 où là, on travaille uniquement sur la qualité de la lumière pour des zones qui sont en corridor écologique urbanisé. Typiquement, le centre-ville de Strasbourg, où on a des corridors, on va plutôt travailler sur la qualité. Et des zones tampons qui sont des zones tampons des réservoirs de biodiversité quand ils sont complètement hors espace agricole ou naturel. Et pour certaines réserves, ça peut être le cas, notamment pour Neufville-Kirch. Alors en plus de ça, Audrey en a parlé, on a un enjeu fort de sobriété énergétique et d'économie. Et avec la situation actuelle et les coûts de l'énergie, on a une situation qui évolue très vite. Ce que je vous ai montré au niveau des communes, on a des communes où des choses se sont décidées fin d'année dernière, où on a eu des validations au conseil municipal sur les derniers conseils de l'année 2022, parce qu'il y a des décisions à faire, notamment sur l'extinction, pour des raisons d'économie. Et là, on a une motivation très forte de plus avoir trop peur de l'acceptabilité sociale, on va dire. Ça aide à avoir un peu moins peur. Et sur la ville de Strasbourg, on n'y échappe pas. Il y a eu un projet qui a été annoncé en conseil municipal l'année dernière, qui est encore en cours de validation en interne et au niveau de la préfecture, d'éteindre toutes les routes de desserte, donc de garder allumés uniquement les grands axes routiers, ce qui mettrait beaucoup de quartiers de Strasbourg, cette fois dans le noir, et dans le noir complet. Donc là, ce que je vous ai montré, finalement, il y a des classes d'extinction, ça va être facile en fait. On les aura assez vite. C'est encore en validation, donc pour l'instant, voilà, ça reste projet, mais c'est quelque chose qui est porté quand même par la ville de Strasbourg. Et du coup, que vous le sachiez, que vous soyez pas surpris, peut-être dans les prochains mois, votre rue, elle ne sera plus allumée la nuit. Moi, je suis assez curieuse de voir ce que ça peut donner sur Strasbourg ou des quartiers comme Neudorf, par exemple, où j'habite. J'ai hâte de voir les réactions d'habitants. C'est une décision qui est prise en urgence. Heureusement qu'on avait commencé à réfléchir à de la communication en amont. Peut-être que la mise en œuvre, du coup, va pouvoir attendre notre communication et que finalement, on va rentrer pile poil bien. Mais voilà, c'est des mesures prises en urgence où la communication n'a pas encore lieu et où là, l'acceptabilité reste encore à voir. On a aussi mis en place, dans le plan d'action tout en bas, on avait les retours d'expérience. On a commencé à mettre en place des expérimentations de suivi biodiversité. Alors, avec tous les biais que ça peut avoir, on sait en fait que c'est pas parce qu'on fait ces expériences et qu'on a des retours qu'on va pouvoir conclure des choses scientifiquement. Pourquoi ? Parce que là, ce qu'on a étudié, c'est du coup les zones de conflit sur les routes au niveau des 2 réserves naturelles dont je vous parlais. On a fait des mesures avant travaux, après changement de luminaire, donc on a travaillé sur le type de luminaire, la qualité de la lumière et potentiellement extinction sur la route de la Vente-Senot. Et on va faire un peu un suivi sur le long terme après. Malgré ça, on ne peut pas être sûr que ce qu'on mesure, c'est vraiment un impact positif des actions qu'on a mis en place. Pourquoi ? Parce qu'une route, c'est pas que de la lumière, c'est aussi des voitures qui passent. Et en termes de dérangement de la biodiversité, il y a un impact quand on a une voiture qui passe. Les espèces, elles peuvent être dérangées par le flux d'air, par simplement le bruit, la voiture en elle-même. Et donc du coup, d'avoir juste isolé l'éclairage, on peut pas être certain que ce qu'on fait, c'est tout ce qui impacte du coup la biodiversité. Mais on a commencé quand même à mettre en place un suivi. Donc on a décidé de choisir 2 groupes. Le groupe des papillons de nuit, qu'on appelle hétérocères. Il y a eu des mesures qui ont été faites à chaque fois pour les chauves-souris et pour les papillons de nuit sous les lampadaires, dans des zones sombres à proximité de la route et en cœur de réserve, pour voir en fait en zone témoin, cœur de réserve. Et au niveau des papillons de nuit, on n'a pas eu de résultats statistiques visibles. Par contre, au niveau des chauves-souris, on a eu des résultats. Du coup, sans trop de surprise, parce qu'il y a plein d'études qui le montrent, on a eu plus d'activités de chauves-souris sur les sites témoins en cœur de réserve qu'au niveau des sites éclairés, évidemment. À l'exception, c'est pas aussi clair que ça dépend un peu de l'espèce, le genre des pipistrelles, donc c'est ce que je dis, on se correspond très bien. Le genre des pipistrelles a une activité plus forte au niveau des zones éclairées qu'en plein cœur de réserve. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est adaptée et qu'en fait, elle n'a pas peur de la lumière, contrairement aux autres espèces, comme par exemple les genres Myotis ou Plecotus. Le genre Plecotus, c'est les oreillards, je vous ai mis la photo, c'est ceux qui ont des grandes oreilles. Les oreillards, eux, par contre, sont très lucifuges, sont très sensibles à la lumière, et donc du coup, ils sont absents des zones éclairées complètement, alors qu'ils sont très présents sur les sites témoins.
Donc voilà un peu le genre d'études qu'on peut faire. Audrey a évoqué les sciences participatives et c'est absolument parfait. Moi, j'ai pas parlé des sciences participatives parce que c'était l'objet aussi de ce qui avait été dit avant. Par contre, au niveau des chauves-souris, on a mis en place quelque chose qui est inédit, je pense, en France. Du coup, je vais en faire la publicité rapidement. Depuis l'année dernière, les particuliers peuvent emprunter des enregistreurs ultrasons SM4 BAT, donc c'est du niveau d'écologue. Hein. Vous pouvez, vous, en tant que citoyen de la ville de Strasbourg et de l'Eurométropole de Strasbourg, emprunter un enregistreur ultrason. Moi, je vous explique comment ça marche, je vous explique comment le poser, je le récupère, je ferai remonter les données avec le protocole qui s'appelle Vigikiro, qui permet de suivre les chauves-souris, qui est un protocole adressé normalement aux naturalistes. Mais du coup, moi, je vais faire le tampon entre vous qui découvrez et le côté naturaliste sur les premiers emprunts. Si vous voulez emprunter l'année prochaine ou une deuxième fois un SM4, je vous forme et vous vous débrouillez tout seul la fois d'après. Sachant que Vigikiro, c'est un super programme et qu'ils ont une grosse partie, ils ont développé avec le confinement plein de formations en ligne que vous pouvez revoir et vous pouvez vous former à l'identification audio des chauves-souris. Donc vous pouvez apprendre à reconnaître, ah bah ça c'est une pipistrelle, rien qu'en regardant les captures de son que vous avez eues grâce à ce matériel-là. Et comme c'est le matériel qui est coûteux, l'Eurométropole vous le prête. Donc n'hésitez pas, hein, si ça vous intéresse, à me contacter à partir de juin jusqu'à septembre pour emprunter un enregistreur. Et je passe aux prairies urbaines. La partie est plus courte, ça va bien, ça va mieux. Les prairies urbaines, c'est aussi ce qui explique le nom de ma présentation. C'est donc 2 thématiques qu'on a choisi de développer en lien avec les services et en lien avec ce qu'on avait fait l'année dernière et ce qui avait aussi plu aux étudiants l'année dernière. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler aussi des prairies. Alors déjà, je me suis dit qu'il fallait commencer par qu'est-ce qu'une prairie, parce que peut-être que c'est peut-être pas hyper clair ou qu'on en a une idée vague mais qu'on ne sait pas vraiment les définir. Une prairie, c'est un espace avec de la végétation herbacée, donc sans arbres, sans arbustes, qui est une végétation qui est haute, qui est dense, et c'est un espace qui est continu. Vous avez plein de types de prairies différentes. C'est vrai que quand on pense prairie, moi je pense assez facilement, on pense à prairie de pâturage où on a des vaches et puis voilà, ça c'est une prairie. Ça peut être plein d'autres choses, une prairie, et c'est ce qu'on va voir. Je vais vous montrer quelques exemples. Une prairie est dominée du coup par des graminées. C'est ce que je vous ai mis ici en photo. Là, c'est un fromental. Un cortège de plantes qui sont typiques vraiment des prairies. Là, je vous ai mis du plantain, de la marguerite, du salsifis des prés, par exemple. Une prairie, c'est un espace, un milieu naturel qui est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est déjà support de dizaines, voire de centaines d'espèces végétales différentes quand on a des prairies qui sont très riches. Et c'est un espace qui abrite plein d'espèces animales aussi. Là, je vous ai mis des exemples qu'on pourrait voir sur la ville et l'Eurométropole. Certaines espèces qu'on n'a pas forcément nous sont inféodées, c'est-à-dire qu'elles ne vivent que dans les prairies. Vous enlevez les prairies, vous supprimez l'espèce. Le râle des genêts, par exemple, ou l'outarde canepetière, uniquement dans des zones prairiales. Donc là, on n'est pas forcément dans des espèces aussi précises, on est plutôt sur la biodiversité qu'on dit commune, mais la biodiversité commune, par exemple le hérisson, on a estimé pendant des années que c'est la biodiversité commune, et on se rend compte aujourd'hui que le hérisson, il est en déclin complet et total, et qu'en fait, il faudrait bien suivre la biodiversité commune. Tout l'objet des sciences participatives. Donc, ce que vous pouvez voir, par exemple, donc les photos que j'ai mises ici, beaucoup d'espèces d'oiseaux qui viennent se nourrir dans les prairies, la pie grièche écorcheuse qu'on a sur le territoire, à l'autre bout ici, c'est le troglodyte mignon et la grive musicienne. Beaucoup d'espèces d'insectes, évidemment, qui viennent se nourrir dans le cortège de fleurs au niveau pollen. Donc là, je vous ai mis une photo de bourdon, une photo aussi de grillons champêtres. Et puis, du coup, les prédateurs de ces espèces-là aussi, par exemple le renard ou la musaraigne. Donc en fait, les prairies, c'est vraiment support d'un nombre énorme d'espèces. Alors vous allez me dire, mais des prairies, est-ce qu'il y en a en ville ? Eh ben oui, il y en a plein. Toutes les photos que vous avez là, ce sont des photos de prairies et ce sont uniquement des photos prises là sur la ville de Strasbourg. Je vous parle même pas de l'Eurométropole avec du coup des communes qui sont beaucoup plus rurales. Là, on est vraiment sur la ville de Strasbourg. Vous avez des prairies et comme je le disais, il y a plein de prairies
qui sont très différentes. Vous avez des prairies qui peuvent être entretenues, vous avez des prairies qui peuvent être plus ou moins entretenues, plus ou moins semées. La photo que vous voyez au centre administratif ici, c'est une prairie qui a été semée il y a des années, mais où il y a toujours des espèces du coup qui ont été mises là par l'homme. Des prairies plus ou moins, j'allais dire, naturelles. Des fois, on est dans des zones où il y a aussi de l'humain qui vient ponctuellement mettre sa patte dans l'histoire. Des prairies qui sont, elles, par contre... Des prairies qui sont, elles, par contre, beaucoup plus naturelles. Là, on est au niveau du parc du Pourtalès et, si je me trompe pas, celle-là, c'est soit Neufville-Kirch, soit Robertso au niveau des réserves naturelles. Donc, on a vraiment différents types. Et puis, des prairies qui tendent vers même la friche. Comment est-ce qu'on définit quand une prairie va vers de la friche ? C'est quand il commence à y avoir des arbustes et des ligneux. Comme je le disais, c'est vraiment uniquement des herbacées dans une prairie. Et puis, le niveau 0 de la prairie, c'est un gazon. Ça, on le voit partout en ville, par contre, mais c'est important de le dire parce que, en fait, si on veut qu'un gazon devienne une prairie, il faut le laisser pousser, simplement. Et puis, on le verra aussi, il y a des mesures complémentaires de gestion qui peuvent aider à arriver à un système de prairie qui soit varié et pas juste à avoir une espèce, 2 espèces ou 3 espèces qu'on voit dans les gazons. Alors, ce qui est important à voir, et là c'est aussi des choses au niveau des étudiants que vous allez creuser avec mes collègues du service espace vert de la ville de Strasbourg par la suite, c'est de comprendre qu'en fait on a ces prairies qui existent dans des espaces qui sont des espaces urbains parce qu'on a eu le développement de ce qu'on appelle la gestion différenciée. La gestion différenciée, c'est la même chose que le bon éclairage au bon endroit, c'est la bonne gestion au bon endroit. On n'a pas forcément besoin de tout faire pareil partout, il faut adapter nos manières de gérer en fait au contexte. Donc à Strasbourg, on a 4 modes de gestion et 6 classes d'entretien que vous avez ici. La gestion horticole, c'est ce que vous voyez sur la place de la République ou même devant, quand le centre administratif n'était pas en travaux, ce que vous voyez à l'entrée du centre administratif, dans la Petite France aussi par exemple. La gestion modérée, c'est ce que vous allez pouvoir voir dans à peu près tous les espaces verts de Strasbourg aujourd'hui. Et dès la classe 3, on peut avoir des prairies. Et gestion extensive et gestion écologique, ce sont des classes qu'on essaye aussi de développer beaucoup, où là on est en fleurissement 100% naturel et on laisse pousser en fait ce qui pousse. Vous l'avez compris, on aime beaucoup les cartographies. On aime ça, les cartes. C'est une bonne manière de représenter les choses. Ce que vous avez ici, c'est l'évolution des pratiques au niveau du service espace vert, et c'est très intéressant. En 2007, on avait encore énormément d'espace en classe 1, donc 13 horticoles, que vous voyez ici, c'était encore hyper présent dans le centre-ville. Si vous prenez 2022, ça n'existe quasiment plus, cette classe 1, c'est vraiment pour certains espaces très importants, très patrimoniaux, mais sinon, on est beaucoup plus dans de la classe 2, classe 3 énormément, classe 4. Donc on essaye de passer sur de la gestion la plus écologique possible, sachant que le service espace vert de Strasbourg a aussi un projet de développement justement des prairies. C'est pas pour rien qu'on fait ce petit focus-là. J'avais quelques chiffres que je trouvais très très intéressants. En 1990, il y avait 250 hectares d'espace vert gérés par la ville de Strasbourg pour 230 agents. En 2010, il y avait 390 hectares d'espace vert, donc on a presque doublé, pour 283 agents, dont 146 jardiniers. Mon collègue a fait un petit calcul, il y avait un jardinier pour 1,9 hectare d'espace vert. Aujourd'hui, en 2022, on a 446 hectares, donc on a encore augmenté, 274 agents, mais plus que 129 jardiniers. Aujourd'hui, on est à un jardinier pour 3,5 hectares d'espace vert. Donc, passer à la gestion différenciée, passer à une gestion plus extensive, c'est aussi laisser pousser, faire... Alors, moins géré, mais ça demande quand même de l'investissement au début parce qu'on n'a pas forcément le matériel qu'il faut pour faucher. En fait, on est adapté pour tondre, nous, pour l'instant. On n'est pas adapté pour la fauche. Donc, il y a quand même un petit investissement au départ et un changement de pratique à avoir, mais quand même, plus on laisse pousser, plus on laisse la nature en spontané, moins on va avoir de coûts. Et du coup, c'est aussi intéressant en termes pratico-pratique pour la collectivité. Et je vais vous reparler des sciences participatives parce que c'est un peu mon dada et je pense que c'est l'avenir de beaucoup de choses. Sur les prairies, on a mis en place, on a développé sur la ville et l'Eurométropole de Strasbourg le protocole de sciences participatives Florilège Prairie Urbaine, qui est aussi un protocole de Viginature comme Vigikiro dont je vous ai parlé. Et c'est un suivi standardisé de la flore des prairies urbaines.
Donc c'est à destination exclusive des gestionnaires d'espaces verts. Pourquoi on le précise? Parce que Vigikiro, c'est à destination plutôt des naturalistes, donc on parle à un public qui est déjà plutôt formé. Vous avez plein de protocoles qui sont ouverts au grand public, et là-dessus, je vous invite à aller voir la page Sciences participatives sur notre site strasbourg.eu si ça vous intéresse. Il y a des animations sur BirdLab en ce moment parce que c'est la période. Et là, on a un protocole qui est vraiment à destination des gestionnaires d'espaces verts. Donc le but, c'est de connaître la biodiversité pour adapter les pratiques et pour permettre à cette biodiversité de mieux se développer. Sur l'Eurométropole, on organise des formations depuis 2021. On en a organisé 4 en 2021, 4 en 2022, avec un nombre de participants qui augmente chaque année, donc on est content. On avait 20 personnes en 2021 et on a eu 48 personnes en 2022, donc on augmente le nombre de participants. On organise ces formations dans le cadre de la charte partenariale Tous unis pour plus de biodiversité, donc à destination à la fois des communes, des agents de la ville de Strasbourg et des entreprises qui sont signataires. Entreprises ou organismes, parce qu'on a des organismes publics comme le CNRS par exemple. Et sur la ville de Strasbourg en particulier, ah oui, parce que ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que comme l'éclairage public, la gestion des espaces verts, c'est communal. Donc c'est pour ça que sur la ville de Strasbourg, on peut faire plus de choses. On est en train de développer ces formations. L'année dernière, on a eu 15 agents, une session complète de formation dédiée à la ville de Strasbourg. Cette année, on devrait avoir 2 sessions de formation complètes pour la ville de Strasbourg. Donc, on a de plus en plus de formation des agents et ce protocole va être utilisé pour le suivi de la biodiversité de toutes les prairies. Donc, on a un département espace naturel qui fait des suivis biodiversité, qui s'est formé l'année dernière au protocole et qui a décidé d'appliquer ce protocole, du coup, dans tous les espaces de prairies qui sont suivis, notamment dans les réserves naturelles. Donc on est vraiment en train de développer Florilège. Autre protocole de sciences participatives qui donne le nom aussi à ma présentation, c'est le protocole Propage, qui est la même chose, un protocole de viginature et qui est un suivi standardisé des papillons des prairies urbaines. Donc c'est toujours à destination des gestionnaires d'espaces verts, toujours pour mieux connaître la biodiversité et pour évaluer l'effet des pratiques sur la qualité écologique des prairies et sur cette biodiversité. C'est en réflexion sur le territoire. Pourquoi ? Parce que Florilège, on arrive à le faire. On a une des spécialistes, donc Audrey Muratet, une écologue qui a participé à la création du protocole, qui est arrivée travailler à Strasbourg. Ça booste beaucoup plus les organisations de formation. On n'a pas de spécialistes de papillons encore identifiés. Par exemple, sur la ville de Lyon, ils utilisent le Propage depuis des années. Pourquoi ? Parce qu'il y a un agent qui était passionné de papillons et qui, en fait, a pris la main et dit « moi, je suis volontaire, j'y vais, je forme mes collègues, etc. » Donc, je dis pas encore. Moi, j'espère qu'en faisant de plus en plus de formations sur les sciences participatives et en parlant de ces différents protocoles, je puisse trouver des passionnés qui puissent m'aider à développer Propage au niveau de la ville de Strasbourg. Pourquoi aussi ce protocole ce protocole est très important. Un petit chiffre un peu choc, l'abondance des papillons des prairies a diminué de 30% en 25 ans en Europe. Donc en fait, on est sur une chute des papillons qui sont inféodés aux prairies qui est énorme et il faut du coup préserver à la fois le milieu et à la fois mieux le connaître avec ces relevés-là. Je vais aller assez vite, c'est un peu technico-technique, je suis pas sûre, mais c'est plus pour vous parler du fait que ça existe. On a aussi un projet de recherche partenariale, toujours avec cette scientifique Audrey Muratet, sur l'évolution des plantes qui constituent les prairies en ville, en fonction du coup de la ville. On essaye de savoir si ce qu'on appelle les formes urbaines, un centre-ville plus ou moins dense, a un impact sur la plante en elle-même et est-ce qu'on ne pousse pas les plantes à évoluer en leur mettant des pressions avec beaucoup de gens, avec du coup des formes urbaines qui peuvent les déranger. Et c'est du coup un projet de recherche qui a commencé il y a 1 ou 2 ans et qui nous permet de suivre, on a suivi d'abord 40 puis 60 sites sur l'Eurométropole, donc qui est créateur de beaucoup de connaissances en biodiversité et qui est aussi la possibilité de travailler sur des choses en plus, pas uniquement sur la connaissance de la flore herbacée, mais aussi sur d'autres aspects de la biodiversité. Par exemple, l'année dernière, il y a eu l'installation de nichoirs à insectes et de mesures météo. Et les nichoirs à insectes, c'est donc une nouvelle branche de cette étude qui va nous permettre de voir un petit peu, de mieux connaître aussi les populations d'insectes sur les différentes prairies de l'Eurométropole. Donc voilà, plutôt un travail exploratoire. Et c'est la fin de ma présentation. Du coup, je ne sais pas si je prends d'abord des questions. Pardon.
Moi, j'ai une question qui est un peu croisée sur les deux, donc ça tombe bien. Eh ben, allons-y. Sur les classes qui sont utilisées dans les cartes que vous avez présentées Oui. sur le ciel nocturne. Alors, je sais plus si c'était visibilité de la Voie lactée ou si c'était. Non, malheureusement, en fait, nous, on n'est pas allé dans ce détail-là. Ces classes, c'est vraiment de l'analyse de la photo. On a juste pris la photo et on a créé des classes. Et donc c'était peut-être sur la présentation d'avant où voilà, je me souviens qu'il y avait 3 classes et où c'était mis en parallèle avec les espèces, enfin avec les corridors qui pouvaient être mis en place. Est-ce que c'est des classes qui sont déterminées en fonction de l'acceptabilité par les espèces d'un certain niveau de lumière ? Oui, il y a différentes mesures qui sont possibles à chaque fois. Donc il y a sur qu'est-ce qu'on peut voir du ciel, qu'est-ce qu'on voit du sol. Il y a des espèces qui sont plus ou moins, comme vous le dites, sensibles, du coup plus ou moins réfractaires à ça. Donc il y a la luminance, il y a la radiance, il y a l'intensité du flux lumineux et la composition spectrale. Donc en fait il y a tout ça qui est réellement à prendre en compte. Et après sur la mise en œuvre pour déterminer les corridors, on a toujours des espèces un peu phares pour chaque groupe taxonomique, les invertébrés, les oiseaux, les mammifères, qui nous permettent de déterminer les lieux de vie et les zones de passage préférentielles. Rapidement, ouais, sur Audrey Muratet, j'avais vu son nom effectivement là, sur votre présentation, et il faut rappeler qu'elle a fait un bouquin qui s'appelle Flore des prairies. Flore des friches urbaines. Des friches urbaines, pardon, ouais, tout à fait. Qui est très très bien. Et sinon, autre chose. Qui vient de ressortir en plus. Ouais, réédition, ouais. Et autre question, pour la campagne de communication pour la trame nocturne, là, c'est une question dans la perspective des 3 écologies de Guattari. Vous faites appel à qui pour ces campagnes de communication ? Des agences de communication qui sont. Ça c'est dommage ça. Il y a pas mal de créateurs, créatrices qui ont. Après les agences de communication peuvent faire ouais, appel à des. Ça c'est moins sûr. Voilà, c'était juste ça. Malheureusement, on est quand même assez bloqué et on est bloqué par de la commande publique et des règles assez précises. Par contre, ce qu'on fait là aujourd'hui, et ce qu'on essaye de développer avec Olivier, c'est typiquement des projets un peu exploratoires qui nous permettent de travailler avec des jeunes étudiants qui ont plein d'idées et qu'on essaye, c'est pas abandonné, qu'on essaye suite à des projets qui sont faits là, de faire perdurer, d'installer dans la ville. On a déjà eu le cas pour des projets sur les oiseaux il y a des années, et là on va essayer de continuer sur des projets, des travaux qui ont été faits l'année dernière et peut-être des travaux qui seront faits cette année. C'est justement en fait avec les étudiants qu'on a un peu plus cette liberté et qu'on peut travailler. Après, on a toujours des projets aussi partenariaux qui sortent en fonction des opportunités et des envies des uns des autres, qu'on peut toujours essayer de raccrocher. Mais sur les campagnes, c'est assez compliqué, on va dire.